Je range mon bureau numéro 84. Dimanche dernier, j'ai fait une vidéo, la 83, et aujourd'hui, j'essaie de continuer à apurer un petit peu la situation. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2022, on est dans le contexte des premiers jours de l'invasion russe en Ukraine. Bon, une guerre qui évidemment occupe et préoccupe énormément de monde et qui occupe beaucoup, bien sûr, les médias. J'ai un certain nombre d'opinions et d'analyses liées à cette question-là. Il y a aussi un certain nombre de zones d'ombre et de points plus complexes pour moi. Si cela vous intéresse, c'est sur les réseaux sociaux qu'il faut me suivre de toute façon. Dans ces vidéos, je parle de littérature. Ça veut dire aussi que je parle du monde, que je parle de politique et que je parle d'un certain nombre d'aspects idéologiques, bien sûr. Mais je ne vais pas faire de la philosophie ou de la géopolitique de comptoir ici. Je reste sur mon angle principal. Je range mon bureau, les livres que je lis, les livres que je présente avant de les ranger sur les étagères. Voilà, beaucoup de livres encore aujourd'hui et je ne vais évidemment pas faire le tour de tous. J'approche bientôt, je crois, des 600 abonnés sur Tanner45 et quand j'aurai passé les 600 abonnés, eh bien, il y aura une petite quelque chose, je ne sais pas encore quoi. À la rigueur, vous pouvez me faire des suggestions si vous avez des idées, peut-être, notamment de vidéos hors série que je pourrais faire sur tel ou tel sujet sur lequel vous aimeriez m'entendre parler. Voilà, l'offre est faite. Et puis, avant même d'attendre le moment où j'aurai atteint ces 600 abonnés, un petit cadeau. Je suis passé à la librairie d'occasion, le Bibliovore à Tours cette semaine, et j'ai acheté un certain nombre de livres, dont certains que j'avais déjà, mais parce que voilà, je me suis dit ça pourrait faire une bonne idée de cadeau. Et en fait, je vais l'offrir par tirage au sort aux personnes qui auront commenté sous cette vidéo. C'est Marin mon cœur d'Eugène Savitskaya. Eugène Savitskaya, j'en ai parlé plusieurs fois dans ces vidéos, et notamment évidemment de ses derniers livres, puisque ces vidéos, je ne les fais que depuis 5 ou 6 ans. Mais Eugène Savitskaya, je le lis depuis facilement 30 ans. Et Marin mon cœur, c'est un de ses livres peut-être les plus abordables et aussi les plus beaux. Ce n'est pas toujours le cas chez les écrivains. Il y a beaucoup d'œuvres dans lesquelles les textes les plus abordables ne sont pas finalement peut-être toujours les plus intéressants. Mais là, celui-là, il est magnifique. Il a été republié en collection de poche, Minuit double, ce que j'ignorais. Moi, j'ai l'édition originale parce que je l'avais acheté à sa sortie en 95, je crois, 92, vous voyez, je me trompe. Donc 95, ça doit être Exquise Louise. Je me mélange peut-être les pinceaux, peu importe. Marin mon cœur, c'est un très beau livre. Donc voilà, ça, je vous enverrai ça par lettre. Ça ne va pas me coûter très cher en impression parce que c'est qu'est-ce que je raconte? Ça ne va pas me coûter très cher en timbre parce que c'est un petit opuscule, mais c'est un très beau livre. Voilà, ça c'est à remporter. Marin mon cœur d'Eugène Savitskaya. Et puis dans les annonces, toujours avant de passer à l'exploration des livres que j'ai lus récemment, j'ai reçu un exemplaire de ce livre que j'ai traduit. C'est paru chez Albin Michel, ou plus exactement, ça va sortir chez Albin Michel. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé avant. J'y ai fait parfois quelques allusions. J'ai parlé du fait que j'étais en train de traduire ce livre. J'ai fini de le traduire en septembre dernier, le temps de faire un certain nombre de mises en forme, les index, les retours avec l'éditeur, les relecteurs, etc. Le travail s'est vraiment achevé début janvier. Mais on va dire l'essentiel, les 100% de la traduction, je les avais achevés à la fin septembre. Mais ça prend du temps de faire un livre. Et donc cette traduction de Olivette Otélé, African Europeans and Untold History, qui va sortir officiellement en librairie mercredi prochain. Précipitez-vous, pas parce que c'est traduit par moi, mais parce que c'est un livre fondamental d'histoire qui conceptualise, qui est un des tout premiers à conceptualiser dans le temps long, c'est-à-dire en remontant à l'Antiquité, la question de la présence africaine et des afrodescendants en Europe. Voilà, chez Albin Michel, une histoire des Noirs d'Europe, de l'Antiquité à nos jours, Olivette Otélé. On aura l'occasion d'en reparler. J'en viens, enfin, peut-être, après ce long préambule en 3 parties, l'Ukraine, Marin mon cœur, Olivette Otélé, au livre que j'ai lu récemment. Et un des tout derniers livres que j'ai lu, c'est pas exactement un livre, c'est un comic. C'est pour dire que ça ne se présente pas exactement sous forme de livre. Alors je ne lis pas de comics, je connais à peu près rien en fait, notamment à l'univers de Marvel dont il est ici question. Mais ce comic m'a été offert, confère la toute dernière vidéo publiée, la hors-série 10 publiée mercredi. Ce comic m'a été offert par un de mes étudiants de 3e année, avec qui j'étudie Lagoon de Nnedi Okorafor. Il est par là, mais est-ce que je peux soulever? Oui, sans faire de bêtises. Voilà, ça c'est Lagoon de Nnedi Okorafor. Et donc ça c'est un des comics
sur lesquels a travaillé Nnedi Okorafor. C'est elle l'autrice, hein, scénariste et autrice du texte. Shuri, et ça appartient en fait à la trame de Black Panther dans les Marvel Comics. Et donc c'était l'occasion pour moi, il y a un certain nombre de livres de Nnedi Okorafor que je n'ai pas encore lus, notamment son dernier roman, Un Nour, que je n'ai pas eu encore le temps de lire. Et ça faisait maintenant quelques années, à peu près depuis que Nnedi Okorafor a commencé sa collaboration avec Marvel Comics, que je me disais qu'il fallait que j'aille voir un peu ce qu'il y avait derrière. Et bien là, en fait, mon étudiant m'a un peu forcé la main, et c'est très bien. Et donc j'ai lu j'ai lu ça le soir même, mercredi soir. Et c'est très chouette, en fait. Moi, j'aime beaucoup l'univers graphique. J'aime beaucoup la composition des planches. Enfin, c'est très, très, très malin. Il y a vraiment beaucoup de travail sur la composition des planches, sur la composition graphique, etc. Le dessin, je suis un petit peu plus partagé parce que c'est un dessin qui est d'une certaine école très identifiable dans les comic books et que je trouve, moi, un tout petit peu kitsch, et notamment dans les couleurs. Mais voilà, j'ai trouvé ça très chouette. C'est une histoire en 5 épisodes qui n'est pas finie. Hein, donc ça veut dire qu'il va y avoir il y a déjà peut-être même des follow-ups. Je n'ai pas bien suivi la bibliographie de Nnedi Okorafor sur ce point-là. Je sais qu'elle en a fait d'autres pour Marvel. Et voilà, donc c'est Leonardo Romero, hein, le dessinateur, et Jody Belair, color artist, donc chargé de la colorisation. Et puis il y a toute une équipe derrière. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'il y a des notes en fait du rédac chef du projet général des Black Panther qui a fait 2-3 notes de bas de page. Il y a à un moment donné une note confirmant que cette information est cohérente d'un point de vue scientifique. Nnedi has done her research ou quelque chose comme ça. Je trouve ça très surprenant en fait à l'intérieur on va dire de la tradition du roman graphique. C'est vraiment très particulier comme conception aussi de l'autorité, c'est-à-dire de ce qu'est un auteur ou ce qu'est finalement une congrégation d'auteurs. Il y a vraiment une pluralité d'auteurs et d'autrices chez Marvel Comics. Donc c'est assez intéressant quand même. Voilà, donc ça fait partie de The Search for Black Panther, pardon. Et donc c'est Shuri et c'est écrit, scénarisé par Nnedi Okorafor elle-même. On va changer totalement de sujet et de période avec une publication récente cette fois-ci, parce que Shuri, je crois que c'est de 2018, une nouvelle traduction de The Rape of the Lock d'Alexander Pope, traduit par Pierre Vinclair aux éditions Les Belles Lettres. Et cette nouvelle traduction, qui je crois est parue même, ça doit dater de 2022, ouais, c'est de 2022. Cette traduction est précédée d'une étude longue, mais très intéressante, très bien documentée, assez amusante d'ailleurs dans son écriture, par Guillaume Métayer. Guillaume Métayer, j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais plus où est son livre, il est là, mince, je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave, son livre sur la traduction, j'avais énormément aimé, je ne sais pas où il est, ça c'est bizarre. Il doit être sur une autre étagère, bon, c'est pas grave, on va pas y passer la nuit. Donc c'est une étude de Guillaume Métayer qui, alors c'est le grand intérêt de cette étude, alors déjà pour revenir, The Rape of the Lock, Alexander Pope, si vous ne connaissez pas du tout, Pope c'est le grand poète anglais du XVIIIe siècle, hein, c'est vraiment une figure majeure de la poésie et de l'histoire des idées en Angleterre au XVIIIe siècle, et il est donc l'auteur de ce poème qui est une sorte de pochade ou de texte à la fois burlesque et héroïque-comique, hein, qui alterne entre les deux modes, du XVIIIe siècle, The Rape of the Lock, que moi je n'avais jamais lu en entier, donc ça a été l'occasion de le lire en entier, puisque je l'ai lu en anglais, puisque l'édition est bilingue, hein. Ça se trouve partout sur Internet, il n'y a pas de problème. Et aussi en français, en admirant la traduction de Pierre Vinclair, qui est très belle, et que je vous donnerai à entendre. Elle est très belle au sens où elle est très, très prosodiquement et poétiquement proche de l'esprit de Pope et de la forme qu'avait voulu Pope, et qu'elle est également extrêmement proche du sens, c'est-à-dire elle est très littérale. Donc c'est un de ces innombrables exemples démontrant qu'on n'est pas obligé de choisir entre la forme et le fond, qu'un très grand traducteur ou une très grande traductrice de poésie ne tranche pas, on conserve le fond et la forme. Bref.
Et donc c'est d'ailleurs sur toute cette tradition-là que revient Guillaume Métayer. Je m'étais interrompu, mais Guillaume Métayer, dans son introduction qu'il a appelée assez finement le rivage des sylphes, hein, par allusion en fait que c'est un poème sur les sylphides, et c'est bon, il y a un jeu de mots sur le rivage des Syrtes de Julien Gracq, bien entendu. Dans son introduction, Guillaume Métayer, il recontextualise Pope, il recontextualise ce poème. C'est donc il y a un cadrage d'histoire littéraire qui, je pense, est assez nécessaire quand on ne connaît pas du tout le contexte, ce qui était un peu mon cas d'ailleurs. Hein. Moi, je connais un peu, mais je ne suis pas du tout spécialiste de cette période-là. Et aussi, il parle énormément de l'histoire de ce texte, de l'histoire de la réception de ce texte, en France notamment, des nombreuses traductions qu'a connues ce texte, et des choix qui ont pu être faits. Ça veut dire que dans cette étude, Guillaume Métayer, il propose aussi une analyse comparative traductologique d'un certain nombre de choix qui ont été faits par Pierre Winkler et qui ont été faits par un certain nombre de ses prédécesseurs. Donc voilà, c'est un livre très précieux, moi je trouve, hein, aux éditions Les Belles Lettres, et je vais vous faire écouter en anglais, je vais vous faire entendre, je ne sais pas ce que je dis, en anglais et en français, un extrait du Canto 4, du chant 4. C'est un poème en 5 chants assez brefs. Two handmaids wait the throne, alike in place, but differing far in figure and face. Here stood ill nature like an ancient maid, a wrinkled form in black and white arrayed, with store of prayers for mornings, nights, and noons. Her hand is filled, her bosom with lampoons. Their affectation with a sickly mien shows in her cheek the roses of 18, practised to lisp and hang the head aside, faints into airs and languishes with pride. And the rich quilt sinks with becoming woe, wrapped in a gown for sickness and for show. The fair ones feel such maladies as these, when each new night dress gives a new disease. Donc on est dans cette poésie de la satire sociale, de la moquerie, du portrait de caractère un peu au vitriol, avec énormément d'ironie, en prétendant évidemment louer, alors qu'en fait on critique. C'est très 18e. Hein. Traduction de Pierre Winkler. Deux servantes au trône assurent l'entourage, identiques de rang, différents de visage. Ici le mâle ainsi qu'une vierge d'antan, la peau toute fripée, parchemin noir et blanc. Sa main, pour les matins, les nuits et les midis, de prières regorge, et son sein d'ironie. Là, cette affectation, sous sa mine souffrante, elle a le rose aux joues, comme une adolescente. Feignant de zozoter, tête sur le côté, elle défaille, mais s'étiole avec fierté. Sombrant dans d'épais draps, bien séante débâcle, elle a mis son peignoir, de malade en spectacle. Car elle souffre ainsi, l'authentique lady, à nouvelle nuisette, une autre maladie. Et donc, vous regarderez dans le détail ce texte, vous lirez cette traduction, je vous y invite, je vous y convie, mais c'est un des passages, enfin c'est toute la traduction, et à chaque fois dans cet effort de fidélité à la forme, de fidélité au ton, et de fidélité à la lettre, au sens en quelque sorte du poème de Pope, The Rape of the Lock, le rapt de la boucle, nouvelle traduction de Pierre Winkler, préfacé par Guillaume Métayer, c'est aux Belles Lettres. Un livre, tiens, que j'avais acheté il y a quelques mois au Bibliovore, j'en parlais tout à l'heure, Christophe Manon, Testament, ça date de 2011, c'est aux éditions Léo Cher, avec la collection L'Orly, dirigée par Laure Limongi. C'est un livre que je ne connaissais pas, qui date de 2011. Je lis assez peu Christophe Manon, qui n'est pas un poète qui me parle beaucoup, en fait. Hein. Je suis très admiratif, hein, mais ça ne me parle pas tant que ça. Et donc là, dans ce texte, il a décidé de réécrire le testament de François Villon en l'adaptant à sa propre vie. Et c'est c'est malin, en fait. C'est une réécriture un peu ironique, entre le pastiche, la parodie et surtout l'auto-ironie. Et c'est pas mal. Je vais vous lire le passage correspondant. Alors, il fait figurer en face de chaque élément de son texte, hein, en face de chacune des parties de ce poème narratif et lyrique, la correspondance avec les strophes de François Villon. Donc, ça veut dire que c'est évidemment, vous allez l'entendre, une réécriture très lointaine, ou assez lointaine, une réappropriation, une
contemporanéisation, je ne sais pas comment il faudrait dire, hein, une mise au goût du jour, et puis surtout une adaptation à sa propre vie. Mais il met en face à chaque fois les strophes de Villon. Et donc là, je vous lis ce qui correspond aux strophes 67 à 69 du Testament. Si vous voulez aller vite fait sur le web, chercher en même temps le Testament François Villon, strophes 67 à 69, regardez le texte de Villon pendant que je vous lis l'équivalent chez Christophe Manon. Elle m'a abusé, et toujours m'a fait passer une chose pour une autre. Du pâté pour du foie gras, l'eau pour de la vodka, du Pepsi pour du coca, de la farine pour de la coke. Toujours elle m'embobinait et me faisait prendre des vessies pour des lanternes, le ciel pour une poêle à frire, les nuages pour une peau de vache, le matin pour le soir, un âne qui braie pour une symphonie, du vin mousseux pour du champagne, une trottinette pour une Mercedes, un coup de pied au cul pour une douce caresse, un vieux crouton pour un de ses prétendants. Ainsi l'amour m'a abusé, et promené par le bout du nez, je crois que même le plus rusé y aurait laissé sa chemise, et jusqu'à son fond de culotte, à force d'être maltraité comme moi, qui suis pourtant indocile et rebelle. Christophe Manon, Testament d'après François Villon. Là encore, on ne va pas arrêter de faire des allers-retours dans le temps, dans les langues. On parlait du 18e retraduit, du Moyen-Âge réécrit. Et là, tout d'un coup, on va se reporter vers un roman qui vient juste d'être republié, mais qui date de 1900, je ne sais pas combien, 1925, peut-être quelque chose comme ça. Le cœur serré de René Maran, voilà, publié en 1931, pardon, si je regardais la quatrième de couverture. Et René Maran, qui est surtout connu pour avoir été le premier prix Goncourt non blanc, en fait, on pourrait dire ça comme ça, le premier prix Goncourt noir, pour Batouala en 1921, a toute une œuvre par côté, en quelque sorte, qui commence à être redécouverte et republiée. Et là, ce sont les éditions Le Festin, adossées à la revue culturelle du Sud-Ouest Le Festin, qui a republié en 2021 Le Cœur serré, qui est une sorte de roman autobiographique dans lequel René Maran parle de sa jeunesse, indirectement, hein, une enfance perçue presque comme un abandon par ses parents, comme une forme d'orphelinat, j'allais dire symbolique, non, hein, enfin, il se retrouve à être dans la même situation qu'un orphelin, alors que ses parents sont repartis en Amérique du Sud en le laissant dans un pensionnat à Talence, en région bordelaise. Je ne sais plus si c'est à Talence même d'ailleurs, oui, c'est à Talence. Alors c'est un livre que j'ai lu fin décembre et qui a un certain nombre de résonances particulières pour moi. Alors d'abord parce que je travaille sur les littératures africaines et d'afrodescendants de manière générale, donc René Maran, c'est une figure qui m'intéresse, que je trouve très problématique à de nombreux égards d'ailleurs, hein, jusque dans son œuvre, hein, il a souvent été présenté l'an dernier lors du centenaire comme un écrivain anticolonialiste. C'est pas du tout vrai en fait, hein. René Maran, il a défendu en fait l'aventure coloniale et l'identité française de l'Afrique, hein, dans un certain nombre de textes. Donc c'est quand même une figure très ambiguë, hein. Il y a des textes hostiles à la politique coloniale de la France, mais c'est loin d'être un anticolonialiste. Enfin, on ne peut vraiment pas du tout le mettre sur le même plan que Aimé Césaire, par exemple, ce que certains font. Donc c'est pas du tout le cas. Peu importe. Donc ici, il fictionnalise sa propre enfance, hein, avec un personnage qui s'appelle Georges Lindre, né au Pérou de parents français, qui quitte à 6 ans son pays natal, qui se retrouve à Bordeaux, à Paris, et qui très vite en fait est abandonné, et c'est comme ça qu'il le vit, c'est un peu comme ça que ça se passe, par ses parents. Il se retrouve placé dans un pensionnat où en fait toute l'année il reste au pensionnat, il ne voit pas grand monde d'autres parce qu'il est censé avoir des parrains, un parrain, une marraine, des gens qui sont censés s'occuper de lui, le reprendre quelquefois le week-end ou les vacances, mais qui en fait ne le font pas. Donc c'est un livre qui est très poignant par ce côté-là, c'est un livre qui est assez abrupt, mais qui est aussi écrit d'une manière très soutenue, parfois jusqu'à l'affectation, jusqu'à la préciosité. Donc c'est un texte assez troublant. Alors moi, j'ai pas tout à fait fini ce que j'avais commencé de dire, c'est un peu un classique, mais il a un autre attrait pour moi, c'est que j'ai fait mes années d'études, une partie de mes années d'études à Talence, en fait, à Bordeaux, mais en vivant à Talence, et donc il y a un très grand nombre de lieux qu'il décrit comme étant des campagnes, comme étant par-delà les faubourgs de Bordeaux,
des propriétés avec des grands jardins, des champs, des poulaillers, des exploitations agricoles, et que moi j'ai connu à une époque où c'était bétonné sur 20 km, avec pas un parc, pas un square, plus un jardin, plus un poulailler, hein, j'exagère à peine. Donc, et malgré tout, on reconnaît la topographie des lieux. Donc c'est assez étrange et assez émouvant comme texte. J'avais pas corné de page, donc et comme j'improvise, je ne vais pas forcément pouvoir lire un extrait. Il y a toute une fictionnalisation du rugby aussi, je le signale, puisque le personnage de Georges Lindre excelle au rugby. Je n'ai pas vérifié si ça avait été le cas de René Maran ou pas, mais il y a tout cet aspect de l'intégration par le rugby. Et quand je dis intégration, une dernière chose que je devrais préciser à propos de ce texte, dont je ne lirai pas d'extrait, c'est que j'ai dit par simplification, et c'est ce que disent la plupart des critiques, que ça reprend tellement d'éléments autobiographiques de Maran que c'est un roman autobiographique. Attention, hein, le personnage s'appelle Georges Lindre, et surtout, on n'a jamais d'indication quant à son identité raciale. En fait, on ne sait pas du tout si c'est un noir, un métis, ou un blanc, enfin on n'a aucune indication là-dessus, et ça c'est assez habile de la part de René Maran, parce qu'on a un personnage qui est détaché de tout contexte colonial, et donc c'est le fils d'assez riches expatriés qui ont fait fortune, ou dont le père tente de faire fortune en Amérique latine. Ça tourne mal d'ailleurs, c'est un peu toute la deuxième partie du roman qui tourne autour de ça, quand Georges Lindre est désormais un adolescent et même un jeune homme. Donc il y a tout ce côté-là aussi qui est présent, mais alors ça se passe au tout début du XXe siècle, donc c'est tout ce moment aussi euh, où un très grand nombre de Français s'expatrient dans les colonies, mais aussi dans un certain nombre de pays qui ne sont pas dirigés par l'administration française ou colonisés par la France. Et donc il y a toute cette ambiguïté aussi autour du statut du personnage, autour du statut du personnage principal. J'allais dire du narrateur, mais ça n'est pas le narrateur, puisque c'est un récit à la troisième personne. Voilà, le René Maran, Le Cœur serré, 1931, réédité aux éditions du Festin l'an dernier, avec une préface d'Agathe Rivière-Corre. On poursuit avec un livre que je n'ai pas fini, parce que ça m'a profondément agacé, donc je n'en parlerai pas très longtemps, juste pour dire... je ne sais même pas si je suis capable de dire pourquoi je n'ai pas aimé ce livre. Enfin si, je vois bien pourquoi, mais je ne sais pas si je peux le dire d'une manière un peu objective, analytique. C'est Julia Deck, Propriété privée, que j'ai acheté car Julia Deck est artiste en résidence à l'université de Tours, et je ne suis encore pas vraiment allé écouter. Elle a fait 2 interventions, mais voilà, je ne suis pas allé l'écouter parce que ça tombait sur des moments qui n'étaient pas très pratiques pour moi. Bon, je ne suis pas plus convaincu que ça, par conséquent, de sa présence comme artiste en résidence, puisque j'ai trouvé ce roman vraiment absolument impossible à lire, jouant sur un très grand nombre de clichés. Enfin, c'est de l'écriture sociologique au pire sens du terme pour moi. C'est une écriture sociologique qui en plus est complètement déconnectée des vraies questions politiques actuelles, hein, des questions liées au changement climatique, liées aux inégalités sociales héritées. Donc c'est un roman qui cherche à parler de niveau de vie, d'inégalités sociales en France sans le recontextualiser. Donc moi je trouve ça un petit peu curieux. Donc je suis enfin, j'étais très partagé. Non, j'en ai lu 60-70 pages et ça m'a tellement agacé. Et puis, bon, l'écriture ne m'a pas intéressé non plus, hein, parce que je peux tout à fait être agacé par un livre, mais si l'écriture tient la route, voilà, je poursuis généralement. Et l'écriture sert aussi à mieux convaincre du propos. Bon, là, c'était vraiment pas le cas. Bon, Julia Deck, Propriété privée, ça avait été... ça, c'est l'édition de poche. L'édition originale est de 2019. Et c'est déjà en poche. Bon, bah, visiblement, elle est un peu lue, tant mieux pour elle. On continue. Timba Bema. Ça, c'est très très beau. Timba Bema, qui a publié un certain nombre de recueils et que je n'avais jamais lu, que je suis sur Facebook, et qui écrit des choses passionnantes sur Facebook, qui dédie son livre à Shakiro d'ailleurs, ce qui est tout un programme, et vous chercherez qui est Shakiro pour en savoir un peu plus.
Sauver la ville, Odyssée poétique, publié chez un éditeur suisse en 2021, les Éditions des Sables. Et donc Sauver la ville, Odyssée poétique, hein, il y a quand même tout un programme très ambitieux derrière. Et c'est un texte très poignant, très fort, sur le retour d'un enfant, hein, un héros, c'est comme ça qu'il est présenté, qui revient au Cameroun et qui découvre que son ami d'enfance a été lynché pour avoir volé des chaises en plastique. Et donc c'est un épisode traumatisant qui est raconté de manière lyrique et subjective à plusieurs reprises, et ça ponctue en fait le texte. C'est ça qui est très beau en fait, c'est qu'il y a tout le discours du personnage, il y a le discours des différents personnages qu'il rencontre aussi au terme de sa réflexion, mais aussi au cours de son existence. Et c'est entremêlé de passages lyriques. J'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai lu là aussi il n'y a pas loin de 2 mois. Donc ça fait partie des livres qui s'empilaient, dont je n'avais pas encore eu le temps de parler. Et, et c'est, je sais pas, c'est à la fois un récit et un poème. Enfin, c'est très réussi. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'on soit obligé toujours de classer les livres dans des genres, hein. Je trouve le sous-titre finalement Odyssée poétique assez parlant. Je vais vous en lire un ou deux extraits, comme ça vous verrez un peu de quoi il retourne. Page 36. Je suis rentré chez moi à Douala, Canton Bell, Bali, quartier Lyon. J'ai contemplé le vide laissé par mes amis, aspiré par cette ville où ils sont nés, ont grandi, ont formé leurs premiers pas, dans cette ville qu'ils ont portée comme un boulet au pied, parce que l'amour qu'ils lui vouaient à cette ville était aussi retentissant que l'éclair dans un ciel nocturne. J'étais le marcheur intercalé entre le ciel gris et le sable blond, avec cette question au bout de la langue. Quelle est donc cette ville qui se nourrit de la chair de ses enfants? J'ai embrassé la nuit comme un aveugle embrasse le chemin, guidé par la musique insonore que perçoivent ses oreilles, la musique de ces voix incertaines qui chantaient sans le savoir le cœur saillant de la terre. Soudain le parfum, doux et reposant, subtil et suave dans son attaque, creusant les strates intérieures dans lesquelles reposent les trésors enfouis jadis pour les prolonger dans la mort. Ce parfum irrésistible à un carrefour, ce carrefour précisément, non, pas un autre, ce carrefour à la croisée d'une union qui était la poursuite de la servitude et de cette volonté qui avait proclamé son droit à la liberté, à ce carrefour de la défaite et de l'espoir, était planté dans la cour de la veuve un tiare dont les pétales de miel et de lait répandaient leur arôme envoûtant, qui m'avait toujours accompagné sur les routes du lointain, comme celui du manioc, du maquereau braisé ou du bolovi que ma mère savait si bien cuisiner. Cet arôme flottait là, offert à ma convoitise. Prends et réjouis-toi, le souvenir est prélude au bonheur. C'est assez compliqué de couper dans la lecture, si j'avais plus de temps. Page 68. Je suis rentré dans la cour de ma mère, là où je suis né, où j'ai appris à marcher, un pas après l'autre, puisant l'énergie dans la terre, un pas après l'autre, car il est vrai que c'est l'en-soi de la marche. Je suis rentré dans la cour de ma mère, qui m'a aimé d'un amour infini, parce que je venais, disait-on, laver la honte qui tachait le drap de la jeune mariée. La honte. J'ai trouvé ma mère assise sur sa natte. Ses yeux fouillaient les confins de l'ombre. Et ses doigts agiles, qui avaient gardé le souvenir du geste, nettoyaient le riz sur un plateau en raffia. Je lui ai demandé, mère, ô mère, où est Moukem, mon ami Moukem? Elle m'a répondu, mon fils, Moukem a été lynché pour avoir volé des chaises, 4 chaises, en plastique. Ils l'ont roué de coups, ils l'ont battu avec des pilons, des barres de fer, puis ils l'ont aspergé d'essence et l'ont brûlé dans un enchevêtrement de pneus. J'ai voulu me recueillir sur la tombe de mon ami, mais on lui avait refusé le repos éternel, parce qu'on voulait effacer jusqu'à son souvenir, comme une trace gênante sur un drap blanc qu'on éteint avec une goutte de javel. Alors je me suis demandé, quelle est donc cette ville qui n'offre pas une tombe à chacun de ses enfants, qu'elle tue de ses propres mains? J'espère avoir rendu un peu justice à ce très beau texte. Sauver la ville, Timba Bema. Est-ce qu'on passe à de l'anglais dès maintenant? Non, celui-là, pas tout de suite.
Ah, je vais manquer d'énergie encore, je sens, pour parler de tout. Je vais en parler vite fait, du coup, de certains textes. Ça, c'est un recueil acheté d'occasion en Irlande, Catherine Phil McCarthy, This Hour of the Tide, dédicacé par l'autrice et acheté d'occasion. C'est un recueil de 1994. Et c'est une poète que je ne connaissais pas, que j'ai acheté un peu au hasard. C'est une poète de Limerick. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle compose des Limerick, elle est originaire de Limerick, parce que Limerick, avant de devenir le nom d'une forme, c'est une ville, bien sûr, et la forme est un aptonyme. Peu importe. Qu'est-ce que je vais vous lire? Allez, The Omen. J'aime beaucoup ce poème. Ça tombe bien que ça s'ouvre sur celui-là. Under the bridge, at Lansdowne, the cormorant sank a blueberry snake's head in rainy waters of the canal, coming up further down. An eel in her mouth, thick rubber, curling at both ends. She dips and slaps in the air, chewing its spine to a string. She gorges the middle first, moving downriver to rest in the shallows. Her neck, the sleek bulge of a serpent, high above, plain leaves, devouring tail feathers. En lisant ce poème, je me rends compte que voilà, je manque de temps, mais je manque de temps pour tout depuis déjà un petit moment. Mais ça me titillerait quand même de reprendre les traductions sans filet à un moment donné. Bon. Catherine Phil McCarthy, This Hour of the Tide, Solman Poetry, je vais donner les noms de l'éditeur aussi, 1994. Et autre poète aussi, il y a des marque-pages partout dans ces trucs-là. Ouais, celui-là. Ah oui, je vais lire celui-là. Peu importe. Je regardais où étaient les marque-pages, mais je vais vous présenter le recueil. Gabriel Rosenstock. Gabriel Rosenstock, c'est un poète qui écrit en gaélique irlandais. Portrait of the Artist as an Abominable Snowman, donc un titre qui fait partie de la longue liste des livres écrits par référence, par allusion au Portrait of the Artist as a Young Man de Joyce. Et donc ce poète qui écrit en gaélique et qui soit s'auto-traduit, soit est traduit par d'autres, là c'est un choix de poème. En fait, là encore, j'ai acheté ça d'occasion à Galway, en Irlande, il y a quelques semaines. Et donc je ne lirai évidemment pas le gaélique, mais je vais vous lire la traduction anglaise d'un poème qui s'appelle Secrets, qui est très court, vous allez voir ça. Et puis je vais vous lire un poème qui est uniquement donné en anglais. Et je ne me souviens plus si c'est parce qu'il écrit directement en anglais ou si c'est parce que ce recueil-là n'est pas donné en bilingue. Je ne me souviens plus. Bon, c'est pas très grave. Secrets. The cats are keening again tonight, as if they suffered the pains of birth. As if new worlds came from their noise, they blow ram's horns and prophesize. Hosanna, Hosanna, I sing in tune. But the cats take off, and their secrets too. On n'a pas besoin d'écrire des très longs poèmes pour écrire des beaux poèmes. Clock. I put the clock in the fridge tonight. People say I'm daft. Clocks upset me, make me deaf. There is a certain tribe, from God knows where, who have not yet mastered time. Yesterday is like last year to them. People say they're daft. For example, you might get your long-dead granddad's milk bill there, but you can certainly ignore it. I put the clock in the fridge tonight to prove some theory, which I can't recall. The beet, the cheese, the frozen carrots will wake at 10 to 8. Let them jump on the bus and take a ride. I don't care. I put the clock in the fridge tonight. Et je dédie ce poème, la lecture de ce poème, parce qu'il n'est pas de moi, je ne peux pas le dédier, je dédie la lecture de ce poème à celles et ceux qui n'aiment pas se lever le matin et qui n'aiment pas se lever au son d'un réveil le matin. Mais ça, je crois qu'on est déjà nettement plus nombreux. En tout cas, moi, je fais partie de la seconde catégorie à coup sûr.
On passe à des fictions. Je ne sais pas s'il me reste tant de temps que ça, mais on passe à des fictions avec ce livre de Joseph O'Connor. Joseph O'Connor, romancier que j'ai découvert, romancier irlandais là encore, que j'ai découvert grâce à Karine Chichereau, sa traductrice. Karine Chichereau est une traductrice qui a traduit un très grand nombre d'auteurs et d'autrices avec un panel assez varié, y compris dans les origines géographiques. Et donc, elle dit souvent le plus grand bien de Joseph O'Connor, dont elle a traduit plusieurs livres, dont celui-là. Et donc, j'ai trouvé ce livre d'occasion et je l'ai acheté. C'est Ghost Light, ça date de 2010, roman publié en 2010, et c'est un roman qui fictionnalise les 2 dernières années de la vie de Synge, le poète et surtout dramaturge, le grand dramaturge Synge. Ça se prononce Synge, ça s'écrit S-Y-N-G-E, The Playboy of the Western World notamment, mais aussi The Well of the Saints, que j'adore, Deirdre of the Sorrows. Puis Synge, c'est aussi quelqu'un qui a écrit un très beau livre sur les îles d'Aran, les îles d'Aran avec 2 R, les 3 îles au large à l'ouest de l'Irlande, en face de Galway, où je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé dans les îles d'Aran, je ne connais pas. Ça restera peut-être un lieu jamais visité par moi, je ne sais pas. Peu importe. Alors, quand je dis que c'est un roman qui parle de Synge, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que la protagoniste, le personnage principal, c'est Mary O'Neill, Molly Allgood. Elle a existé sous 2 noms, elle existe sous 2 noms dans ce livre, qui est à la première personne du singulier. C'est un récit à la première personne, ou plus exactement, d'ailleurs je dis des bêtises, à la 2e personne. Je ne sais plus ce que je raconte. Oui, c'est un récit qui est écrit. Ouais, en fait, il y a des variations de points de vue, autant pour moi. Puis il y a des chapitres qui sont vus d'un autre point de vue aussi. Bon, peu importe. Je me suis perdu dans ma présentation, comme souvent. Non, donc c'est un livre que moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, avec tout cet intérêt préalable qui était que je connaissais bien l'œuvre de Synge, mais je connaissais très peu sa vie. Synge, il est mort très jeune, il est mort à 37 ans, en 1909. Et donc, ici, la protagoniste, c'est Mary O'Neill, Molly Allgood, qui a créé le personnage de Pegeen, qui est le personnage féminin, un des personnages féminins principaux de l'œuvre de Synge. Et elle a créé ce personnage alors qu'elle avait 18 ou 19 ans. Et donc, malgré leur différence d'âge, 20 ans, ils ont eu une idylle, une relation, je ne sais pas comment on peut le dire. Les biographes, visiblement, ne sont pas du tout d'accord, même sur la nature réelle de leur relation. Mais enfin, voilà, ça a été la dernière compagne, âme sœur, je ne sais pas comment il faut dire, de Synge sur ces 2 dernières années, entre 1907 et 1909. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Et ce qui est très beau dans le livre de O'Connor, c'est qu'il ne raconte pas la vie de Molly Allgood. J'ai revérifié d'ailleurs, elle a eu toute une carrière ensuite, c'est ce dont il est question d'ailleurs dans le roman, mais elle a eu toute une carrière au cinéma et au théâtre. Elle a poursuivi sa carrière, elle a fait des tournées triomphales aux États-Unis, elle a tourné pour Hitchcock dans un film de la période anglaise de Hitchcock en 1930. Enfin, c'est une actrice qui est connue pour ce rôle-là, qui est connue pour avoir été lancée en quelque sorte par l'Abbey Theatre et par Yates et Lady Gregory dans ce moment extraordinairement bouillonnant et foisonnant de créativité qu'a été le théâtre irlandais à la fin du 19e, début du 20e siècle. Mais elle a eu une carrière aussi après la mort de Synge, et elle avait 20 ans quand Synge est mort, donc heureusement pour elle en l'occurrence. Et donc ce qui est très fort dans le livre de O'Connor, c'est qu'il s'intéresse à Molly Allgood, Mary O'Neill, alors quelques mois avant sa mort en fait. Et donc tout est raconté de manière rétrospective avec des chapitres dans lesquels qui racontent en fait une journée de Mary O'Neill, quelques semaines en fait même avant sa mort à Londres, dans une pauvreté invraisemblable, dans le froid, affamée, obligée d'essayer de trouver vraiment des petits boulots de comédienne ou d'actrice dans des pièces radiophoniques. Enfin voilà, donc c'est ce contexte-là dans lequel se situe le roman. Et donc moi j'ai trouvé ça très beau. Alors j'ai un petit peu faibli vers la fin. Je ne sais pas si c'est le roman qui faiblit ou si c'est moi, donc je le dis tel quel. J'ai trouvé que ça tournait un petit peu au procédé dans les derniers chapitres, comme si O'Connor cherchait absolument à boucler la boucle,
où j'ai trouvé aussi que son écriture me séduisait moins. Il faut dire aussi que j'ai vraiment été assez estomaqué par les 2 premiers tiers du livre. Je trouve son écriture très juste, très fine, très émouvante, très ironique aussi. C'est très très bien écrit. Donc peut-être aussi que, après, sur la fin du roman, j'étais un petit peu plus habitué, donc j'étais peut-être un peu moins sensible. Bon, ça reste un livre très, très convaincant et je pense que quand j'en aurai l'occasion, je lirai d'autres livres de Joseph O'Connor avec plaisir et avec joie. Je ne sais pas très bien ce que je peux lire. Peut-être, oui, le début du chapitre 7. Intermission at Glencree. 2 people are walking the rutted, tussocked cart track that leads northward out of the village of Anamo in County Wicklow, through country of tweedy purples and rain-bleached umbers and hip-high ripening barley, past stone-filled, hilly, irregularly shaped fields that are bordered by low walls of the lichen-yellowed boulders. At the edges of the meadows, masses of wet bluebells and the low-grown crooked willows. The stillness so pleasing, the damp Irish emptiness, and the faint smell of rained-on goats. It has rained the night before. It has rained all night, but as the sun rises higher, slow as molasses, the morning warms and mellows, and a coconut aroma rises from the gorse-covered outcrops. A ewe emerges cautiously from a tumbled, thatchless cottage that has bog cotton growing in its rafters. Seeing the man and the bicycle and the girl go past, it stares, as though rooted by an apparition. The strange bloom of the red bracken in the early morning sun is like the sheen, remarks the man, from a pregnant woman's skin. Like the what? She laughs. Is that not right? Ah, it's away with the fairies, you are. Tufts of sheep fleece on the jags of rusting barbed wire. Rainwater pooling in the lowland meadows. 9 miles they walk until the track becomes little more than a footpath, overgrown here and there by nettles and blackberry copses, grown madwoman crazy from neglect. The curlew, the gannet, do you remember those two? He was telling you their Latin names. They climb the cliff track slowly. It is stony and loose. He sweats as he wheels the old bicycle. The girl is suffering in the heat, but the man, being a man, is permitted to unfasten his shirt. Oh, the air, lividly murmurous with bees and wasps, armies of water midges in the puddled, narrow laneways that are formed by the high, wild hedgerows. The girl, a city dweller, beats at the air around her. They'd have you demented, she says. Je m'arrête là, mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Ghostlight de Joseph O'Connor. Je ne me rappelle plus quel est le titre français de la traduction de Karine Chichereau, mais entre autres choses, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir comment elle a traduit tout ça, parce que c'est un livre, enfin, c'est une langue, une écriture très, très belle et très complexe, et ça doit être à la fois hyper excitant de traduire ça et pas toujours facile, pas toujours marrant. Et puisqu'on parle d'Irlande et de traduction, un autre roman très récent, celui-là irlandais, que j'ai lu, Wunderland, de Catriona Lally, 2021. Alors je prononce Wunderland parce que c'est allemand, en fait, le titre est un titre allemand, ça parle d'un parc d'attractions, ce qui donne son titre au roman, c'est un parc d'attractions que je ne connaissais pas, mais qui est un vrai parc d'attractions miniaturisé, notamment il y a des circuits ferroviaires miniaturisés, un certain nombre de villes et de villes imaginaires miniaturisées, et ça s'appelle le Wunderland, le pays des merveilles, et c'est à Hambourg, et c'est autour de ce lieu que se construit ce roman, de cette romancière irlandaise que je ne connaissais pas. J'ai acheté ça un peu au pifomètre dans une des librairies de Galway où j'ai fouiné, et je suis très content de cette découverte un peu au hasard. C'est le deuxième livre de Catriona Lally, hein. Son premier s'appelle Eggshells, et là encore c'est pareil, si j'avais du temps, j'aimerais bien pouvoir
continuer à approfondir ma lecture de cette romancière, parce que c'est très très beau. Alors c'est un livre sur la démence, en fait, hein, il y a deux personnages qui ont des graves problèmes psychologiques, hein, donc c'est à la fois sur la dépression et sur une forme de démence qui n'est pas du tout caractérisée. Il y a un personnage qui est dépressif et suicidaire, et il y a un autre personnage qui s'enfonce progressivement de plus en plus dans un monde parallèle ou dans un univers imaginaire. Et donc c'est autour de ça que tourne le roman, sachant que une des deux protagonistes, elle, est apparemment saine d'esprit, on est obligé un peu de le penser en tout cas, et c'est très très chouette. Les deux personnages principaux sont un frère et une sœur. Roy, et j'ai oublié le nom de la sœur, c'est malin, je ne me retenais jamais le prénom du personnage quand je lisais le roman. Donc,